Je ne sais pas ce que doit faire une épouse. Moi, je crois que c'est un candidat qui est élu. Je ne crois pas que ce soit ni son conjoint ni son épouse. Je pense que peut-être c'est un couple. Certes, c'est le candidat qui est élu, mais depuis le début de la Ve République, les épouses sont souvent mises en avant dans les campagnes électorales. Alors, quel rôle jouent-elles dans la perception des électeurs? Quels sont les exercices imposés et les bourdes à ne pas commettre? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Carla, Valérie et les autres, avec nous 4 invités. Elisabeth Chemla, journaliste et co-auteure avec Nicole Leibovitz de ce livre, Pour le meilleur et pour le pire, chez Flammarion, consacré aux femmes d'eux, avec portrait de Carla Bruni et Valérie Trierweiler, entre autres. Christine Claire, journaliste politique, vous observez depuis longtemps la place des conjoints en politique. On verra avec vous dans quelle évolution on se situe. Serge Effez, psychanalyste, spécialiste des rapports de couple. Vous nous direz ce que vous pensez de la manière dont les candidats exposent le leur. Et enfin Isabelle Véramasson, politologue au CNRS, vous vous intéressiez aussi aux dispositifs médiatiques, lesquels mettent à l'honneur en ces temps de campagne les épouses et compagnes dans des images qui ressemblent parfois à des figures imposées avec des points communs entre la droite et la gauche, Sarkozy et Hollande, le premier d'entre eux à voir sa femme, sa compagne au premier rang lors des discours importants. Depuis 2008, dans la tempête économique et financière, sans doute la plus grave, Petite précision, comme on le voit sur ces images, on a remarqué que Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande, jouait moins les groupies au premier rang que Carla Bruni. On y reviendra, mais ça ne l'empêche pas d'avoir droit à son petit bisou, elle aussi, après le discours. Cette chose fin que vous avez aperçue, ah regardez ce baiser, c'est une belle image, c'est sa compagne. Il affectionne ce genre d'exercice, voilà, avec son épouse Carla. Voilà cette image, regardez-la. Voilà, c'est le petit bisou qui fait partie du rituel. Et puis en plus, de temps en temps, Carla Bruni participe au bain de foule. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'aimerait pas vraiment être à sa place. Regardez. Il a terminé cette heure de discours. Il peut là aussi se lâcher d'une certaine manière, aller réellement à la rencontre de ceux et celles qui sont venus assister à ce fameux discours cet après-midi. Il a tout de même un timing d'enfer parce que il y a un autre bain de foule qui l'attend, un autre événement sportif. Bref, voilà, il doit en même temps faire très attention et les gens qui sont là autour de lui font encore plus attention. Voilà, on la voit qui marche derrière comme pour se protéger, qui serre quelques mains, mais on a l'impression qu'elle se demande un peu ce qu'elle fait là, qu'elle n'est pas très à l'aise. Christine Claire, selon vous, quelle est l'utilité d'avoir sa femme comme ça derrière soi dans ce genre d'exercice, et puisque c'est une figure imposée, savez, parce qu'on a l'impression que bon, pas évident. Ce qui compte autant que les discours et les paroles, ce sont les images. Donc c'est une image subliminale pour dire je suis pas seulement un dur, j'ai de la tendresse, je suis un homme qui aime ma femme, nous vivons comme un couple de Français amoureux. Il y a plein de messages qui sont envoyés à travers ces images. Quand vous dites ces images, vous voulez dire le premier rang, le petit bisou, oui, le baiser, tout, le fait qu'elle l'accompagne, que la femme, comme disait Bernadette Chirac, je suis l'humble servante du Seigneur. Là, elle joue l'humble servante du Seigneur. L'humble servante, mais c'est marrant parce que dans le bain de foule, quand même, elle est 3 pas derrière, elle n'est pas vraiment dans le dispositif. Cette image, elle est assez surprenante quand même. Elle est l'humble servante du Seigneur. Elle suit, elle est bousculée, mais elle suit quand même son homme. Voilà. On dit souvent que les femmes de président n'ont pas vraiment de statut. Bah là, pour le coup, les femmes de candidats non plus, en fait, parfois. Parce que si on leur donne trop de place, c'est critiqué. Si elles n'apparaissent pas, on dit tiens, qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Quel genre de femme. Donc évidemment, c'est un statut très difficile à tenir. Et alors, Elisabeth Chemla, vous, donc, dans votre livre, vous faites le portrait de Carla Bruni et de Valérie Trierweiler. Ce qui est surprenant, ce qui est étonnant, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on les voit, elles, les deux, à chaque fois au premier rang. Alors, on verra que c'est pas le cas des autres femmes de candidats. Hein. Ce sont essentiellement au PS et à l'UMP qu'on leur donne cette place. Est-ce que vous pensez qu'elles sont contentes d'être là, ou alors est-ce qu'elles se plient à cet exercice imposé, hein, comme dit Christine Claire? Sont un peu obligées de s'y plier. Alors je pense que c'est tout à fait contradictoire en elles-mêmes, c'est-à-dire que elles sont à la fois contentes d'être là parce que elles savent que leur homme a besoin de leur présence, a besoin d'être épaulé, qu'il y a
une image, comme le disait Christine Claire tout à l'heure, une image de couple à faire passer, puisqu'aujourd'hui, le couple, Carla Bruni le disait d'ailleurs tout à l'heure, le couple compte dans la représentation politique. Et il y a là une vraie évolution au cours de la 5e. Et puis en même temps, je crois qu'elles n'ont pas du tout envie, parce que ça n'est pas un rôle très sympathique. Donc elles le font contraintes et forcées, selon vous? Je pense qu'elles le font en partie contraintes et forcées. Pour Carla Bruni, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de ça par téléphone, puisque c'est Nicole Lebovitz qui a fait votre co-auteur, son portrait, voilà. le co-auteur, elle me disait je ne peux pas faire autrement, mais il faut le faire parce qu'il a besoin que ce soit comme ça. Et je pense que Valérie Trierweiler est elle aussi probablement plus ou moins à l'aise avec ce rôle-là. Et en même temps, on le voit sur le visage de l'une comme de l'autre. Elles ont des petites mirettes dans les yeux, quoi. Elles sont quand même émerveillées de ce qui se passe pour leur homme. Oui, c'est vrai, qu'il est beau là. Alors, sachant qu'il y en a quand même une mais c'est intéressant parce qu'elles sont pas tout à fait dans la même posture non plus. On y reviendra. Mais alors, vous dites que c'est de plus en plus important, effectivement, le couple, etc. En même temps, c'est frappant parce qu'en reprenant les images pour préparer l'émission, les images des meetings, Jean-Luc Mélenchon, on voit pas son épouse ou sa compagne, Philippe Poutou non plus, Marine Le Pen, son compagnon très peu. François Bayrou. Parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être élus. Voilà. Ah bon? Et alors Bayrou, alors vous allez nous dire, parce que François Bayrou, de temps en temps, là on voit les images, Babette Bayrou apparaît, mais alors dans quelques rares meetings, c'est parce que quoi alors? Timide. Parce qu'elle est timide. Dans son village, elle n'est pas confrontée au monde politique. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut montrer l'épouse quand on est susceptible d'être élu, sinon ça vaut pas la peine. Sinon, c'est pas la peine de l'embêter si elle n'en a pas envie. Sauf si elle, ça l'amuse. Mais... Isabelle Vera-Masson, sur ces images, parce qu'on pourrait dire aussi effectivement que dans les deux grands partis, la place de la compagne, ça fait partie du show médiatique. Vous pensez que c'est une question de statut médiatique aussi du candidat? Alors, nous avons fait ce qu'on appelle une analyse de réception. C'est-à-dire qu'on a fait venir des gens et on les a interrogés sur des images des candidats, et en particulier sur leur vie personnelle. Et nous avons rencontré plusieurs personnes qui nous expliquaient que pour eux, c'était important de connaître l'épouse, pas simplement parce que c'était une manière d'incarner la famille, et que savoir que le président de la République était un homme qui avait une vie normale, vivant avec une autre femme, ayant éventuellement des enfants, ça signifiait pour eux une sorte de stabilité et une envie de faire confiance. Et donc c'est quelque chose qui compte, et apparemment les hommes politiques le savent et en jouent. Mais alors même parce que là on voit que ce sont surtout là dans tous ces meetings, c'est des images muettes, elles parlent pas beaucoup, elles sont vraiment là pour faire de la représentation. Oui, on est dans un signe, comme disent les sémiologues, c'est-à-dire qu'on donne un signe. J'ai une femme, je suis sérieux, j'ai éventuellement une famille, et c'est pas la peine de dire des mots, leur visage apparaît, ça suffit. D'accord. Ça va vite. Alors Serge Effès, le spécialiste du couple, votre regard sur ces images et puis sur l'attitude des deux femmes là, parce qu'effectivement. Oui. Déjà sur le signe, comme vous dites, le baiser sur la bouche, le signe du baiser sur la bouche dans notre culture, c'est un truc formidable. C'est dans tous les contes d'enfants. Si, chez Hollande aussi, il lui fait un bisou. Si. Sur la bouche. C'est un peu rapide, mais on le voit. C'est chez François Bayrou qui se faut le bisou sur la joue. Attention, nous aussi, le signe, on les a étudiés. Qu'est-ce qui constitue un prince, un roi, un seigneur, comme vous dites dans les contes d'enfants? C'est le prince qui embrasse la princesse endormie et qui l'éveille à la vie et qui la fait venir au monde. C'est des images très très fortes. Donc ces hommes qui sont en passe de devenir des hommes extrêmement puissants, qui le sont déjà en descendant dans l'arène et en embrassant leur compagne sur la bouche, eh bien ils nous disent cela: je suis le roi, je suis le prince, je suis le seigneur, et je règne sur mon royaume comme je règne sur cette très belle femme que j'embrasse sur la bouche. C'est une image extrêmement forte. Imaginez l'inverse. Ségolène Royal, elle est à la tribune, elle va être présidente, elle descend dans l'arène, elle embrasse François Hollande qui est là et qui est assis, elle l'embrasse sur la bouche. Elle l'aurait embrassé dans le passé. Vous savez, oui, elle l'aurait embrassé dans le passé. Ça n'a pas du tout le même impact, ça n'a pas du tout le même effet. Ça, c'est vraiment quelque chose de très masculin, de très machiste, de très genré, on pourrait dire aujourd'hui, qui est de dire, voilà, non seulement je suis un candidat, mais je suis un homme dans toute sa puissance et dans toute sa force. D'accord, le mythe du prince charmant. Oui, Elisabeth Semlage, vous voyez froncer les sourcils. Non, je ne fronçais pas les sourcils. Je pense que si c'était Ségolène Royal, comme on le disait, qui faisait la même chose, 2007. Moi, j'ai l'impression que ça aurait le même impact. J'en suis pas sûr. Oui, je sais. Mais non, ce que je voulais dire surtout, c'était que je crois qu'il y a un couple qui a tout changé du point de vue de ce qu'il faut faire pour des candidats susceptibles d'être présidents. C'est le couple Barack et Michelle Obama. Il y a un avant et il y a un après. Tout ce que l'on voit aujourd'hui de Sarkozy et de Hollande, c'est vraiment toutes les leçons tirées
de ce qu'a été le couple Obama C'est-à-dire, dans par la exemple, qu'on campagne vient il y a 4 d'observer là ans. le petit bisou. Ce qu'était le couple Kennedy aussi quelques Attendez, années avant, quand même. le bisou sur la bouche, le bain de n'avait foule plus été. ensemble et tout, ça c'est des choses qui Oui, sont... oui. Pourquoi? Parce qu'avant, Mais parce on qu'en n'aurait pas réalité, osé, même si on en aurait effet été- on peut repartir vers Kennedy, mais Kennedy c'était les années Oui, d'accord, 60, non, mais on est quand même très très loin. Oui, mais alors quoi? En quoi, parce alors que parce que les époux Obama ont fait campagne ensemble. D'accord. Et justement, avec cette représentation de couple, avec cette tendresse, ces deux très beaux êtres, allant très très bien ensemble, et ils ont instauré une nouvelle façon d'être ensemble à la tête d'un État dans leur campagne d'il y a 4 ans. Oui, quelque chose d'un peu glamour, quelque chose d'un peu excitant, quelque chose de sexualisé, je dirais. Oui. Enfin, voilà, on parlait de la symbolique du prince charmant, du baiser, etc. Ça, on aurait moins une osé. famille plus province, plus traditionnelle, genre Bayrou, on s'embrasse pas sur la bouche devant tout le monde. De mon temps, on descendait tout embrassé, comme disait Madame de Gaulle. Bon, tandis que maintenant, Bernadette Chirac voilà, sur la bouche en public. Tandis que maintenant, bon, bah, c'est naturel, tous les jeunes font ça et ça fait... Tous les jeunes font ça, voilà, ça montre qu'ils sont jeunes en plus, Voilà, c'est double bénéfice là, oui. Moi, je crois aussi que chaque élection, chaque cas, chaque couple est particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Nicolas Sarkozy se représente avec une autre femme, quand même, par rapport à 2007. Et donc, on recommence 5 ans après, c'est-à-dire que les images sont fraîches, quand même, celles de 2007. Et le candidat n'a pas peur qu'on dise, mais parce qu'on sait maintenant que c'était quand même à l'heure, ce qui se passait en 2007, cette présentation de sa femme. Et est-ce qu'il n'a pas peur qu'on se dise, mais tout ça est faux? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on les interroge, qui nous disent ça, que c'est de la mise en scène. Autre mise en scène, Oui, pour mais alors, François attendez, Hollande, oui. il a un autre problème par rapport à sa femme. C'est-à-dire que lui aussi, il avait une femme en 2007 et il doit se démarquer de cette femme-là de manière publique. Donc à chaque fois, je crois qu'il y a une autre histoire qui se tisse, un autre cas et on ne peut pas rentrer tout à fait dans la généralité. Alors, la femme d'avant, justement. Alors, pour Nicolas Sarkozy, quand même, il a tenu un discours là-dessus. Il nous explique effectivement quelle est la place de Carla Bruni. Et c'est vrai qu'elle, depuis le début, eh bien, elle est dans le rôle de la femme amoureuse. Elle ne cesse de l'occuper. Et dans cette campagne des images, ne cesse de nous le rappeler. Par exemple, alors, il y a eu ce petit baiser volé dans les coulisses de TF1, enfin sur le plateau, pendant la diffusion d'un reportage. Elles ont fuité sur Internet, mais elles sont très en phase avec d'autres images qu'on a vues quelques jours plus tard sur France 2, l'arrivée du couple main dans la main pour l'émission Des paroles et des actes. Petit extrait. On va parler des images fortes, parfois controversées, du quinquennat, et on va parler bien sûr du projet. Et puis il y aura, vous l'avez dit, le débat très attendu, et c'est donc Laurent Fabius. Voilà, arrivé donc devant les caméras, et puis pendant l'émission, Carla Bruni reste dans la loge, mais elle était très présente dans la bouche du candidat. Je vais vous dire une chose, à la différence de 2007. 2007, j'ai fait une campagne où, pas un moment de la campagne, je n'ai été heureux à titre personnel. 2012, pas un moment de la campagne, j'ai été malheureux à titre personnel. Voilà, c'est ça le message. Maintenant, il est heureux, alors qu'en 2007, il était malheureux. Nouvelle femme, nouvelle vie, nouveau bonheur. Quand même, il disait il y a quelques semaines devant des journalistes, en faisant une espèce de mea culpa, qu'il avait peut-être trop montré son bonheur, trop communiqué sur ce bonheur. Et puis là, on voit finalement que ça n'a pas changé. Pourquoi, selon vous, Christine Claire, il ne peut pas s'empêcher? Ou alors il pense que finalement, stratégiquement, c'est pas mal? Oui, mais là, il n'entre pas dans les détails, il ne montre pas sa petite fille. Tout ça est mesuré, j'allais dire, au millimètre près, je crois. Hein. Si, j'ai pas changé. Oui. Et Elisabeth Chemla, oui. Il n'en parle pas beaucoup et Carla Bruni elle-même ne communique pas énormément non plus là-dessus. Enfin, moi, je trouve cette séquence, quand je l'ai vue en direct, j'ai continué à la trouver très émouvante parce qu'elle sent la vérité. L'arrivée, là, tous les deux, main dans la main. Oui, là. et puis quand il m'explique que j'ai pas eu un instant de bonheur, et là, oui. Et je crois qu'en effet, c'est avec beaucoup de difficultés dues à la situation, et notamment pour Carla Bruni, le fait qu'elle a quand même été obligée de renoncer complètement à sa vie professionnelle, en tous les cas momentanément, je crois que c'est un couple heureux. Et c'est quand même très intéressant de le voir parce que je trouve que ça se sent beaucoup. D'accord. Alors oui, le renoncement, effectivement, parce qu'on. Alors, est-ce que cette réponse de Nicolas Sarkozy commentée, justement, vous convainc sur vos interrogations, Isabelle Faramasson? Je crois que les Français n'aiment pas forcément voir leur président heureux, que Nicolas Sarkozy l'a compris et qu'il ne peut pas s'empêcher de dire quand même qu'il est heureux. Donc je crois qu'il est profondément sûrement heureux et qu'il ne peut pas, il n'a pas changé justement. C'est-à-dire au moment où il dit j'ai changé
parce que je suis heureux, il nous montre qu'il n'a pas changé puisqu'il ne peut pas s'empêcher de dire qu'il est heureux. Donc il est là dans une contradiction qui, comme son... Là, je m'adresse à Serge Effès. Oui, qu'on va faire réagir tout de suite. Son tempérament psychologique l'emportait sur le message politique. Serge Effès. Oui, c'est quelqu'un qui peut pas... De toute façon, il ne peut pas cacher ses émotions. Ses émotions sont toujours au premier plan. Et il sait très très bien en jouer d'ailleurs, mais il y a des moments où on a l'impression que ça le submerge. Et là, il est plus joué par ses émotions qu'il ne les joue. Mais par rapport... Il y a quelque chose qu'il a compris en tout cas, c'est que ce qui était dangereux, ce n'était pas le bonheur à montrer, c'était la jouissance. Et qu'il a montré trop de jouissance. Dans les images au début de son règne, tout ce qu'on lui a reproché, le côté bling-bling, les photos, les premières photos avec Carla Bruni, la Jordanie, l'instrumentalisation du fils de Carla Bruni. Enfin bon, tout ça, je pense que ça y est, c'est rentré dans son esprit. Les fameuses photos avec les lunettes de soleil aussi. Absolument. On ne peut pas trop montrer sa jouissance quand on est un président ou un roi, parce qu'on devient un tyran à ce moment-là. Ça veut dire qu'on tyrannise ses sujets avec sa propre jouissance et qu'on jouit de son peuple d'une certaine façon et qu'on profite de son peuple. Donc là, c'est vrai qu'il a quelque chose de plus mesuré. Il parle de bonheur et que je suis d'accord avec vous. On sent que c'est vrai. On sent qu'il est heureux. Et on sent qu'il aimerait, qu'il piaffe d'impatience, qu'il aimerait nous en dire beaucoup plus sur son bonheur et comment ça se passe et comment il l'aime et qu'est-ce qu'ils font tous les jours. Mais il arrive à se retenir. D'accord, donc quand il disait « j'en ai trop fait, les Français ne voulaient pas me voir heureux », d'accord, c'était, vous pensez, cette analyse-là. Et effectivement, il n'est pas retombé, entre guillemets, dans le panneau. Alors, on a beaucoup vu Carla Bruni, et maintenant on va peut-être l'entendre aussi, puisqu'elle parle de temps en temps, mais c'est pas toujours facile. Une émission très remarquée il y a quelques semaines sur France 5. Écoutez-la. Je fais beaucoup d'erreurs. J'ai évité la boulette magistrale parce que je fais très attention, mais j'ai très peur. Je me suis pas endurcie. Je me suis pas endurcie. Voilà, elle a évité la boulette magistrale, dit-elle. Cela dit, quelques minutes plus tard dans l'émission, elle en faisait une, du moins paraît-il. Écoutez. Je me souviens qu'il y a 2 ans seulement, c'était une interview au Figaro Magazine, vous disiez, en tant qu'épouse, je ne souhaiterais pas que mon mari fasse un deuxième mandat. J'ai un peu peur pour lui. C'est ça que vous disiez. J'ai peur pour sa santé. J'ai peur pour sa santé. Ça paraît bête, mais parce qu'il se donne tellement à fond, il ne ménage pas du tout. Il a un sens du devoir. Nicolas, inimaginable. Donc il a un sens du devoir qui l'emmène à la maison le soir, qui est tout le temps là. Il n'arrête jamais, il ne coupe jamais. Il travaille tout le temps, il travaille tout le temps. Il travaille, je sais pas, 20 heures par jour. Donc j'ai eu peur qu'il meure. Et vous disiez... Tout d'un coup, qu'il tire trop sur la corde. Et vous disiez, si ça s'arrête... C'est une erreur à la fonction, mais tout le monde ne l'a pas fait comme ça. Et tout le monde ne le fera pas comme ça, peut-être. Alors, oulala, que n'avait-elle pas dit, elle, la femme d'un président, candidat, mais président aussi, évoquer sa santé, sa maladie, hop, la boulette, est-ce que là, elle la fait pas, il n'y a pas un petit côté acte manqué? Enfin, on peut se poser la question quand on voit ces images, non? Elle est tellement touchante quand elle dit ça, on dirait toutes les femmes du royaume, enfin toutes les femmes d'un cadre qui va travailler, qui bosse 12 heures par jour et qui revient crever le soir, elles vont vous dire la même chose. J'ai peur pour lui. Bah évidemment, j'ai peur pour lui, il faut qu'il se ménage, il faut qu'il travaille un petit peu moins. Toutes les femmes qui ont des hommes qui travaillent un peu beaucoup se reconnaissent là-dedans, bien évidemment, et ont de la sympathie pour elle, et du coup de la sympathie pour son conjoint. La jouissance, mais dans le travail. Ah oui, là on corrige l'image. Oui. Tout a été quand même calculé. Révèle d'une certaine manière le sens des mots précédents. La dernière phrase, c'est-à-dire lorsqu'elle dit « et tout le monde ne fera pas la même chose, ne fera peut-être pas comme ça ». Là, c'est le grand regard lancé à la gauche et à François Hollande. C'est-à-dire que mon mari, il travaille, il est épuisé, il se donne vraiment, je reprends ce que vous venez de dire, et tout le monde ne fera pas la même chose. C'est-à-dire qu'elle reprend le discours politique quand elle dit ça. Comme si elle voulait signifier, vous voyez tout ce que j'ai dit avant, et politique. Mais alors justement, Christine Claire, parce que ça pose... Ça très préparé. Les oui, mais alors justement, Christine Claire... On les retrouve déclinés ensuite dans d'autres discours. Oui, mais alors justement, la question, parce que là, cette émission, on lui a reproché d'avoir évoqué la mort, la maladie. Normalement, ça se fait pas, mais en même temps, on a l'impression que c'est préparé. Est-ce qu'on le lui a reproché ou pas? Ça se fait toujours. Elle est dans l'inquiétude, elle est aussi dans un côté maternel. Et on aime que la femme du président soit maternelle, puisque finalement, on vient vers elle avec des plaintes, avec des problèmes d'emploi, de santé, de vieillesse, de logement. Donc, il faut qu'elle se préoccupe de la santé des autres. Et on se dit, si elle se préoccupe tant de la santé de son mari, elle ne doit pas être insensible à la santé des Français. Des autres. Mais donc, il faut qu'elle ait une figure maternelle et compatissante. Oui, mais là, il faut mais là, vous dites effectivement, c'est votre thèse, mais est-ce qu'on se demande du côté de chez Nicolas Sarkozy, parce qu'on voit bien que le rôle de Carla Bruni pose parfois problème, il trouve, d'ailleurs, elle a fait ils sont dans cette séquence-là. Quelques bourdes qu'on lui a reprochées. C'est évident que beaucoup de choses ont été réfléchies et écrites d'avance. D'ailleurs, on les retrouve ensuite déclinées dans nos interviews. Bon,
Ils savent que c'est un rôle presque inévitable. Même Danielle Mitterrand, qui était la rebelle, qui était tellement indépendante en 88, on la retrouve en train de tailler ses rosiers, faire la cuisine, et puis François Mitterrand vient s'asseoir au bout de son lit pour lui raconter sa journée. On sait maintenant qu'il ne s'asseyait pas au bout de son lit tous les soirs. Mais il faut retrouver ce rôle d'épouse et de mère. D'accord, donc là, en fait, parce que c'est vrai que parce qu'on a l'impression, là, c'est intéressant, parce que quand elle dit ça, on a l'impression que, oups, ça lui échappe, d'ailleurs, elle le dit en riant, on a l'impression du truc très, très spontané, un peu naïf. Très réfléchi. Oui. Ça, cette phrase, vous en êtes sûr? L'ensemble. Il y a ce qu'on appelle les éléments de langage, le raisonnement général, la mise en scène. Ce qui est intéressant, je pense peut-être, c'est aussi d'essayer de savoir si ça recouvre quelque chose de vrai ou pas. Or, Nicole Leibovitz, qui a passé beaucoup de journées chez Carla Bruni avec elle pour le livre, a vraiment constaté qu'elle était littéralement fascinée, bluffée. C'est un élément de séduction fondamental entre elle et lui par cette volonté, cette puissance d'activité, ce volontarisme qui est le sien, c'est-à-dire que quand elle dit « il travaille 20 heures sur 24 », d'abord elle ne raconte pas d'histoire, mais c'est vraiment un élément fondamental de la séduction entre ces deux êtres. Et elle est dans une vraie préoccupation de ce qu'elle croit être trop. Alors elle dit toujours il va rebondir au sens physique du terme, mais c'est un élément très important. D'accord, donc vous dites effectivement ça sonne juste, c'est sa vraie préoccupation. Oui, en même temps, on voit, comme disait Christine Claire, il y a aussi des éléments de communication. Il n'y a pas de doute. D'autres ne le feraient pas comme ça. Voilà. Ah ben ça, c'est parce qu'elle ajoute la petite note politique. Mais ça n'est pas l'un contre l'autre. Je crois que ce qu'il y a de très intéressant, notamment chez elle, c'est qu'en permanence, il y a tous ces éléments-là. Il y a la spontanéité, les sentiments et le calcul. D'accord. Oui, parce que par moment, quand elle dit, parce qu'il y a eu d'autres moments où quand elle avait dit, d'ailleurs, nous sommes des gens modestes, ce qu'on lui a beaucoup reproché, là, pour le coup, je ne sais pas si c'était plutôt la spontanéité ou le calcul, mais enfin, en tout cas, c'était le calcul, il n'était pas le bon. Le calcul étant de faire oublier totalement qu'elle-même est une star. Mannequin, chanteuse, etc. On n'en parle plus. Une star un peu sulfureuse. Moi, je rejoins tout à fait votre analyse sur la maman. Ça, c'est fondamental. Vous savez, dans l'inconscient collectif, il n'y a pas deux façons de voir la femme. C'est la Vierge Marie ou Marie-Madeleine, c'est la maman ou la putain, excusez-moi, mais on est très, très marqué par ces archétypes-là. Elle était plutôt Marie-Madeleine, effectivement, et là, tout à coup, elle devient un autre personnage. Et c'était fondamental pour elle d'être un autre personnage, parce que ce personnage sulfureux de la star qui pose nue, qui a eu 30 millions d'amants, etc., c'est une image impensable pour une présidente de la République. Et là, effectivement, elle transforme totalement son image. Oui, elle fait oublier pratiquement. D'ailleurs, mais d'ailleurs, on se demande. C'est une madone, hein, sur le. C'est une madone, c'est une maman. En plus, elle a eu la chance d'avoir cette maternité. Alors là, c'est la conséquence. Mais alors, on se demande presque pourquoi elle n'est pas plus intervenue, parce que finalement, elle n'en fait pas tant que ça des interventions. Elles sont au compte-gouttes. On se dirait que si c'est aussi positif que vous le dites, pourquoi pas davantage? Parce que justement, ça suffit. Elle est habitée par la peur de trébucher, de dire le mot qu'il ne faut pas dire. Et d'ailleurs, elle a cette phrase formidable. Elle dit Carla Bruni ne risque rien, c'est Carla Sarkozy qui peut faire risquer quelque chose à Nicolas Sarkozy. La peur. Alors, oui, un des petits mots. C'est pas sûr que lorsque certaines personnes voient Carla Bruni, même que lorsqu'elle joue les rôles de femmes modestes, voient en elle une femme modeste. Donc tout cela peut avoir des effets pervers. Il ne faut pas qu'elle apparaisse trop. Elle le sait, Nicolas Sarkozy le sait. C'est pas parce qu'elle joue un rôle de Madone que les gens voient en elle une Madone. Hein, toujours attention entre l'intention de l'émetteur et le récepteur. Et elle est très loin d'être reçue comme une Madone. Moi, j'ai jamais entendu personne trouver que Carla Bruni était, comme vous dites, maternelle. Non, il n'a pas dit ça. Voilà. Non, je ne crois pas qu'il ait dit ça. Il a dit que c'était l'intention. Il a dit que c'était l'intention. Mais c'était assez réussi, il a dit quand même. Voilà. C'est une très bonne actrice. C'est une bonne actrice. Alors, vous avez parlé de la peur, la fameuse peur de la boulette. Eh bien, cette peur de la boulette, on la retrouve peut-être aussi chez l'autre compagne au PS, Valérie Trierweiler, journaliste de son État, compagne de François Hollande. Alors, on la voit au premier rang dans les meetings, on l'a déjà vu dans des extraits. En revanche, lors des déplacements, eh bien, c'est plus compliqué. Elle est là, elle accompagne, mais elle est toujours 3 pas derrière, 3 pas de côté. Bref, que fait-elle? Les journalistes se posent la question et le petit journal de Canal+ a même fait un petit montage. Regardez. Et si tu es la compagne de François Hollande, tu es forcément quelques mètres derrière lui. Au marché, lui est là. Valérie Trierweiler est derrière. Dans la rue, quand lui est là,
elle est là. Quand il visite une entreprise, elle attend dehors en terrasse. D'où la réflexion. Non, je parle de Martine. Il me l'a pas demandé. Ça va, c'est pas trop dur. On a remarqué que vous restiez souvent à l'écart, oui, principalement. Parce que mon rôle n'est pas d'être tout le temps devant, mais plutôt discrète. Je ne cherche pas à être sur les images, là, comme vous les faites en ce moment. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec lui et de le voir, lui, au contact des Français. Voilà, hein, mon rôle, c'est pas d'être devant, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir, lui. Est-ce que ce serait pas un peu journaliste, ça, dis donc, comme attitude, Christine Claire, que vous inspire son commentaire? Oui, absolument. Je crois qu'elle c'est très difficile de dépouiller sa personnalité pour une femme moderne, engagée dans un métier. Elle se considère comme avant tout journaliste. Et là, on lui demande d'abdiquer. Elle a annoncé à son émission tout récemment. Mais elle veut rester. On lui demande, enfin... Oui, enfin, la pression, les équipes de communication, oui. Ce qu'on sait des attentes des Français, etc. Oui. Et néanmoins, elle veut rester cette femme moderne, journaliste. Donc je suis là, mais j'observe en tant que journaliste. Et en ce moment, je crois que pendant une campagne, malheureusement, tant que les opinions, les attentes n'ont pas complètement changé, le rôle de la femme reste encore toujours d'être l'humble servante et de pas forcément exister par elle-même. Souvenez-vous, Sylviane Agacinski, la philosophe... Oui, mais vous dites oui. Le rôle de la femme est encore. En même temps, enfin, on pourrait dire que ce sera un homme, ça pourrait être pareil. Elle est la compagne du candidat, elle nous intéresse en tant que compagne, elle nous intéresse pas forcément en tant que journaliste. Oui, il y a peut-être une ambiguïté à ce niveau-là. C'est intéressant de savoir avec qui il vit, oui, bien sûr. comment elle se comporte. Et je me rappelle de Sylviane Agacinski, la grande philosophe, qui ne voulait pas non plus abdiquer, j'existe par moi-même, etc. Et puis à la fin de la campagne, c'était « je fais la purée à mon homme et il trouve que c'est la meilleure purée du monde, etc. » On en arrive toujours à ce rôle. Donc on va voir comment ça va évoluer, ça va être intéressant. Oui, sachant qu'elle est quand même, on l'a vu, hein, au premier rang dans les meetings, mais en même temps elle est 3 pas derrière. Alors Elisabeth Chemla, vous aussi vous avez fait donc son portrait. Que pensez-vous de sa posture? Parce qu'on voit bien, on a l'impression qu'elle hésite un peu entre deux attitudes, quoi. La femme amoureuse et puis la journaliste. Je serais plus sévère parce que je crois que le problème que pose Valérie Trierweiler et qui lui est posé aussi, ce n'est pas qu'elle exerce un métier dont elle se demande si elle doit le poursuivre ou pas compte tenu des circonstances. Oui. Sachant que journaliste est quand même journaliste politique, s'il y a un métier incompatible avec celui de femme de candidat, c'est peut-être celui-là. Hein. C'est que le métier qu'elle exerce de journaliste politique, s'occupant pas seulement évidemment de la gauche, puisqu'elle suivait aussi Chirac pendant longtemps, voilà, journaliste tout court. C'est un problème fondamental dans l'éthique à la fois politique et journalistique, le problème du conflit d'intérêts. Comment pouvez-vous être à la fois la compagne de François Hollande et continuer à faire une émission politique, écrire sur le PS, etc. C'est ce qu'elle ne fait plus. Hein. Aujourd'hui, elle fait une émission culturelle. D'abord, il a fallu la forcer à le faire, contrairement à ce qu'elle dit. Son patron Genestar l'a obligée à voir la vérité sur cette contradiction et à renoncer. En 2005. En 2005. Et encore aujourd'hui, elle a du mal. Quand elle dit « je suis journaliste », moi je comprends parfaitement qu'on dise que l'on se sente journaliste. Mais elle ne veut pas trancher. Elle essaye en fait de préserver en même temps une position d'aujourd'hui, peut-être celle de l'après si jamais Hollande n'est pas élu, toutes choses qui sont parfaitement compréhensibles du point de vue humain, mais qui brouillent terriblement l'image, et encore plus quand ça s'accompagne d'une sorte de, je dirais, d'ostracisme et de volonté de ne pas répondre, ce qui a été notre cas, aux confrères et aux consoeurs qui essayent tout simplement de raconter qui elle est, parce que comme on le dit depuis le début de cette émission, la compagne de l'homme politique susceptible d'être président de la République, eh bien, c'est quelqu'un sur qui, démocratiquement, les Français ont le droit de savoir un certain nombre de choses. Alors oui, vous dites, elle ne veut pas répondre, effectivement, elle n'a pas répondu à vos demandes d'interview. Effectivement, on l'entend dans cet extrait, elle veut être très discrète. En même temps, elle intervient quand même beaucoup, notamment sur Twitter. Hein. Elle donne même parfois des leçons de journalisme aux journalistes, notamment à vous, Christine Claire, suite à un papier. Donc on voit bien, quand elle prend la parole, c'est pas qu'elle veut pas la prendre, la parole. C'est qu'elle veut pas la prendre en tant que compagne de François Hollande. Elle veut parler en son nom, en fait. Oui, effectivement, ça brouille un peu les images. Alors, on a eu donc l'avis de deux. C'est pas la seule chose qui brouille les images. Qu'est-ce qui brouille l'image? Quoi d'autre? Ce qui brouille aussi l'image, finalement, pour un candidat, sa femme doit être ou
comment dire, compléter, affirmer le portrait qu'il veut donner de lui, ou alors ajouter une note de plus. François Hollande a démarré sa campagne comme l'homme du terroir. Bon. Et finalement, il nous sort une campagne qui, on voyait tout à l'heure passer l'image avec les lunettes de soleil, etc., qui apparaît être un peu du même monde que Cécilia Sarkozy, enfin qui n'est pas la femme du terroir, qui n'est pas non plus la femme compatissante, la mère, enfin du moins elle ne montre pas cette image d'elle-même. Là vous parlez d'image, effectivement les lunettes de soleil parce qu'elle vient d'un milieu très modeste, cela dit. C'est pas le même monde. Lui il est l'élu corrézien, il s'est appliqué à ressembler à Chirac, et elle s'est appliquée à montrer plutôt une star intellectuelle aussi. Donc elle complète. On peut penser que peut-être ça va lui amener un autre électorat. Un petit commentaire là-dessus, Isabelle Varmasson. Elle me fait surtout penser à Madame Magazinski et Madame Jospin. Je trouve que c'est deux personnes qui se ressemblent et je trouve que sont typiques du nouveau Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste ressemble à ces deux femmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes ouvrières, ce ne sont pas des grandes bourgeoises, ce sont des femmes qui veulent être indépendantes, mais elle ne veut pas être l'atout-charme de François Hollande parce qu'elle veut être autrement. Et c'est un combat que beaucoup de femmes comprennent. En fait, on a l'impression qu'elle passe son temps à se battre, effectivement, en expliquant ce qu'elle veut être, la place qu'elle veut avoir. Je ne suis pas à la place qu'on veut me donner. On veut me mettre à tel rôle dans Paris Match, mais je ne veux pas effectivement l'occuper. C'est pas notre problème. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter. Alors, elle est moderne. Je ne sais pas, est-ce que toutes les femmes sont comme ça? On va voir. On va faire agir Serge Fès. D'abord, ce qu'elle en dit elle-même lors d'une émission sur Canal+, où elle intervenait, attention, en tant que journaliste en promotion pour sa nouvelle émission culturelle. On est journaliste jusqu'au bout. C'est-à-dire même si un jour je perds ma carte de presse, je pense que je mourrai journaliste. Mais comme vous, je pense. Donc, En étant journaliste et si proche, évidemment, de François Hollande, est-ce que vous recevez des conseils pour trouver la bonne distance avec tout ce qui se passe en ce moment? Non, j'ai appris des conseils, peut-être pas, mais j'ai appris moi à me détendre un peu. Parce qu'effectivement, je ne suis pas passée de l'autre côté, mais j'ai un pied de chaque côté. Donc quand on a un pied de chaque côté, on est en déséquilibre. C'est pire, finalement. Voilà, c'est plus compliqué. Donc en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise depuis que je n'ai plus mon émission politique, puisque j'en avais une sur Direct 8, même 3 successives. Donc j'ai décidé de l'arrêter de moi-même et ça a été finalement un grand soulagement. J'ai appris à me détendre un peu, dit-elle. Que pensez-vous de cette confidence, Serge Fès? C'est une vraie confidence, c'est-à-dire ça montre à quel point elle s'est rendue compte, à quel point elle était crispée, ça se voyait, elle était très mal dans cette position de se retrouver comme ça brutalement en position de femme d'eux. On sent bien qu'elle n'a pas envie de ça. D'abord, ils ne sont pas mariés, alors on ne le souligne pas assez, mais je crois que c'est une différence fondamentale. Ils n'ont pas l'intention de se marier en plus, paraît-il. Très bien, mais ça repose la question de la légitimité. C'est-à-dire que si en plus ils ne sont pas mariés et qu'il devient président de la République, ça va être une première dans l'histoire de France d'avoir un couple illégitime comme ça à la tête de l'État. Donc elle a raison de dire qu'elle est un pied de chaque côté. Et effectivement, elle représente ces femmes, ces nouvelles femmes, on va dire, qui, jusqu'au bout, vont se battre pour leur carrière, pour leur personnalité, pour leur identité, sachant que c'est pas simple. C'est pas simple quand on est à cette place. Oui, je crois que c'est une personnalité profondément duale, Valérie Trierweiler. À l'image de tout ce que nous voyons d'elle depuis tout à l'heure et de tout ce que nous voyons tout le temps, elle est en effet un pied d'un côté, un pied de l'autre, mais je crois que ça correspond à une personnalité intime. D'accord. Et donc, ça n'est pas forcément très rassurant. D'accord. Elle n'arrive pas à choisir parce que finalement, elle est comme ça. Elle veut tout à la fois. Alors, je sais pas, c'est possible ça, Serge Fès, d'être comme ça? Bon, c'est possible d'être ambivalent, c'est possible de vouloir une chose et son contraire, mais enfin, il y a bien un moment où la vie vous amène à faire un certain nombre de choix. On est d'accord. On est d'accord. Alors, il faut choisir. Oui, alors la vie va peut-être l'amener à choisir, on verra. En même temps, est-ce que cette posture de la femme qui veut garder son métier coûte que coûte, même si ce métier de journaliste n'est pas forcément le plus compatible, voire le plus incompatible avec celui d'épouse ou de compagne de candidat, est-ce que ça peut pas ramener des voix, justement, Christine Claire, la femme qui veut rester active jusqu'au bout? Ramener des voix, effectivement. Ce que l'on cherche. Dans un certain monde, mais je ne sais pas si les mentalités ont suffisamment évolué pour ça. En tout cas, ça peut ramener les voix certainement dans un monde déjà acquis à un candidat socialiste. Je ne sais pas si ça peut élargir sa base.
Ce qui est le but recherché pour le moment. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un but recherché. D'élargir la base des candidats, oui. Dans la mise en scène, dans la mise en avant de Valérie Trierweiler. Tout est calculé. Quand j'ai vu Carla sortir, oui, mais chez eux, je me suis dit, Sarkozy sort son atout Carla parce qu'il estime qu'en face, il y a une petite ambiguïté et qu'il y a peut-être un moyen de s'introduire dans cette brèche. Moi, donc vous dire Sarkozy a senti que du côté des Hollande, c'était compliqué. Il y avait peut-être une brèche, il y avait peut-être une petite faille ou une petite incertitude ou une contradiction, enfin appelons ça comme vous voulez, et qui s'est dit qu'il y avait en tout cas un petit point faible et qu'il allait, parce que c'est un combattant lui, dès qu'il voit une faille, dès qu'il voit un endroit un peu faible, il s'engouffre et il a sorti son atout Carla. Ça c'est le calcul côté Sarkozy, mais Carla côté est Hollande. La femme du cabinet. Côté Hollande, je crois que, d'après ce que je sais, que Hollande a très peur qu'elle soit inquiète. Donc, il dit à ses collaborateurs, rassurez-la. Et il faut faire en sorte qu'elle soit contente, qu'elle joue un rôle, mais que si elle n'a pas envie d'être trop en avant, elle ne soit pas trop en avant. Et qu'en même temps, on l'écoute pour les programmes de déplacement du candidat, pour le choix du titre d'un livre, etc. Je crois qu'il tient le plus grand compte de ses avis. Il regarde derrière, il regarde où elle est, il a l'air un peu inquiet. Je crois qu'il a peur pour lui aussi. Oui, parce qu'on peut se demander, il est inquiet de quoi? Il a peur pour lui, parce que par exemple, dans l'émission de Gisbert, il y a à peu près un an, où il y avait eu un passage d'image de Ségolène Royal, il était absolument décomposé après l'émission. Et en fait, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, mais parce que vous avez passé Ségolène, et alors c'était dans le cadre des images politiques, il dit, oui, mais vous vous rendez pas compte, parce que c'est moi qui rentre à la maison après, et donc je sais ce qui va se passer. Je crois qu'il a peur, lui aussi. C'est un... Il a peur de la jalousie de sa nouvelle compagne. Comme il avait probablement d'ailleurs peur de la précédente. Serge Effès, quand vous disiez qu'il avait peur sur les images, est-ce que c'était à ça que vous faisiez référence, ou alors tout simplement à la peur, que fait-elle, où est-elle? Enfin, c'est vrai que si elle est dans tous les déplacements 3 pas derrière... Oui, non, qu'il a peur pour leur relation. Il veut qu'elle soit heureuse. Donc il a peur, effectivement, que quelque chose se passe mal, que quelque chose la froisse, que quelque chose la crispe encore plus dans cette position. On sent un homme très amoureux, quand même. Donc voilà, c'est un homme qui, effectivement, cherche à ménager les choses. En plus, l'image de Ségolène Royal, quand même, qui est là et qui est toujours très présente, même si c'est vrai qu'on l'a beaucoup escamotée ces derniers temps, Ségolène Royal. On a l'impression qu'elle a un peu disparu de la scène. Et c'est sans doute pas pour rien. Mais on voit bien qu'il y a comme ça une potentielle rivalité qui est toujours mise en avant et qui est toujours montrée, et qu'il est un peu coincé entre les deux et qu'il essaye de ménager les choses du mieux possible. La brèche qu'a repérée Nicolas Sarkozy, vous disiez. Alors, pour finir, on a comparé, vous avez comparé Sylviane Agacinski et Valérie Trierweiler. Alors, pourquoi? Je vous propose de revoir quelques images, justement, de la femme de Lionel Jospin en 2002, qui, elle aussi, voulait garder son indépendance. Sylviane qui rend hommage aux victimes new-yorkaises du 11 septembre, ou encore en balade sur les plages de l'île de Ré, c'est avant tout Sylviane Jospin. Pas facile donc de s'y retrouver lorsqu'elle réapparaît sous les traits de Sylviane Agacinski. Voilà, je savais que j'avais. Sylviane Agacinski. Depuis un peu plus de 7 ans qu'elle est devenue Madame Jospin, Sylviane est aussi restée Madame Agacinski, philosophe et écrivain. Alors ce n'est pas l'aventure de Matignon depuis 97 qui pourrait bouleverser les choses et par exemple l'empêcher d'aller comme avant bûcher à la bibliothèque. Pourquoi je ne pourrais pas? Mon mari me laisse beaucoup de temps. Parce qu'il est très pris lui aussi. Voilà, cela dit, elle blague quand même. À la différence, en revoyant les images, c'est du second degré, non? Oui, alors, question, voilà, tour de table. Est-ce que finalement la comparaison vaut tant que ça, et si oui, jusqu'où? Et puis quand même, bon, Sylviane Agacinski avait été très critiquée en 2002, alors c'est quand même surprenant que Valérie Trierweiler ait choisi comme modèle Sylviane Agacinski. Pourquoi? Christine Claire, Elisabeth Chemla? Mais peut-être qu'elle rassure. Elle est la seule finalement à avoir eu cette expérience de femme ayant une profession pendant que son mari est candidat. Donc je pense que c'est une première qui rassure. Oui. Je pense que c'est...
que c'est pour ça. C'est-à-dire que elle a l'impression que, en écoutant ses conseils et ses préceptes, elle écoute les conseils et les préceptes d'une femme qui se trouve dans la même situation qu'elle, et donc celle qui est la mieux à même de la conseiller. Mais elle n'a pas l'air de comprendre encore que philosophe, je ne vois pas en quoi c'est gênant pour le candidat et pour l'image du couple, mais que journaliste, en affirmant l'être toujours jusqu'à sa mort, ce que je comprends parfaitement, et d'avoir en même temps un bureau au siège de campagne du candidat, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et je ne crois pas que Sylviane Agacinski lui aurait recommandé ça, personnellement. Oui, alors on ne sait pas quels conseils elles se sont donnés, voilà, du moins on n'est pas nous dans la confidence. En tout cas, c'est un modèle de personne très autonome. Sylviane Agacinski, elle écrit des livres qui sont reconnus dans le monde entier, elle participe à des colloques, enfin bon, c'est un personnage intellectuel incontestable et incontesté qui n'a rien à voir avec l'image de son mari. Elle a fait sa carrière toute seule avec les sujets qui l'intéressent. On peut imaginer que c'est un modèle intéressant pour Valérie Trierweiler quelle est la meilleure reconversion pour une journaliste quand elle ne peut pas être journaliste? C'est sans doute de devenir écrivain et c'est sans doute d'écrire des livres qui eux-mêmes vont faire leur carrière. Mais alors ce que vous nous dites là, c'est que le modèle, c'est pas tellement le modèle compagne ou femme de candidat, c'est le modèle pour elle, le modèle de femme en fait. Oui, elle s'identifie. C'est un modèle de femme qui peut rester elle-même tout en étant compagne d'un candidat. Oui, parce que comme on le disait, Valérie Trierweiler elle-même a été journaliste, effectivement, noble et respectable profession, mais enfin, on lui a trouvé une reconversion. Elle devrait tous nous prendre comme conseillère en communication. La question se pose aussi pour Carla Bruni, d'ailleurs, qui en peut plus de ne plus faire de scène, de ne pas chanter, d'être obligée de renoncer à beaucoup de choses. Et je ne sais pas si jamais Sarkozy... Oui, mais si Sarkozy est réélu, je ne sais pas ce qu'il va se passer. C'est-à-dire que je crois qu'elle va vouloir reprendre sa liberté professionnelle. Et ça, ce sera à nouveau quelque chose d'inédit. Oui, parce que la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut effectivement mener sa vie de femme, de président de la République en autonomie ou pas? Est-ce qu'on peut faire des disques ou pas? Est-ce qu'on peut... Oui, elle est obligée d'arrêter pour la campagne. Vous pensez qu'on peut être femme de président? Là, on était sur la femme de candidat. On a vu femme de candidat, femme de président. Le métier de femme de président est beaucoup plus accaparant qu'elle ne le croit, pour la bonne raison qu'on reçoit des milliers et des milliers de lettres auxquelles il faut répondre, non seulement par écrit, mais en allant voir les gens. Alors... il faut être dans une fonction compassionnelle, il faut avoir une association ou simplement aller dans les hôpitaux, aller, je ne sais pas, au Resto du Cœur, aller partout où il y a des gens qui souffrent. Il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent en France et on ne comprendrait pas que la femme du président ne souffre pas un peu avec eux, ou du moins ne soit pas touchée par... Donc, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Si vous voulez, en plus, être journaliste à part entière, star à part entière, il ne reste plus beaucoup de temps. On n'a pas le temps d'être star quand on est femme de président, c'est ça. En fait, c'est encore plus accaparant que femme de candidat. Alors, à moins qu'elle ait un secrétariat très important, ce qui est le cas, je crois, de Michelle Obama. Mais Michelle Obama est-elle star en plus d'être femme de président? Je crois elle est surtout femme de président, voilà. Oui, un petit mot de la fin sur justement la compatibilité des métiers et du statut de femme de président encore plus accaparant. J'ai envie de généraliser au statut des femmes d'une manière générale. Et je crois que les femmes ont du mal à trouver leur place dans la société entre leur désir de réussir, leur désir d'exister en tant que telles, et puis des choses assez archaïques qui les retient à la maison, que ce soit les enfants, le plaisir de faire le bonheur de leur mari, de leur réussite. Et on est en plein dans une histoire moderne, quelle que soit d'ailleurs la droite ou la gauche. On aimerait enfin avoir un époux de présidente pour voir qu'est-ce que c'est que la fonction d'un époux de président. Oui, voilà, pour voir si c'est quelque chose d'archaïque lié aux femmes ou si c'est juste effectivement le couple. Ou juste le couple, tout simplement. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Quentin Fichet qui sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laure Alice Hervé qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. C'est la grande injustice et la grande inégalité entre les deux. On n'est pas plus sexy parce qu'on a le pouvoir quand on est une femme, tandis qu'on est beaucoup plus sexy quand on est un homme. Alors maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent dans le paysage de femmes très sexy au pouvoir, sauf Edith